Bienvenue dans le deuxième épisode de la programmation orientée objet en C++. Donc aujourd'hui, avant d'embarquer dans le vif du sujet qui sont les classes et les constructeurs, je vais vous expliquer comment ça fonctionne la programmation orientée objet. Pour ça, je vais comparer la programmation impérative à l'orienté objet pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Tout d'abord, la programmation impérative est le concept qu'on décrit étape par étape les instructions que l'ordinateur doit exécuter. Les concepts de base comme les fonctions, les variables, les boucles, les conditions sont utilisés pour dire à l'ordinateur quoi faire. Donc c'est vraiment une type de façon de programmer le plus bas niveau qu'on peut. Littéralement, on dit à l'ordinateur quoi faire. Si on prend l'exemple d'un jeu vidéo, on pourrait dire au joueur on va à la position X, à partir de cette position on ramasse une arme, puis avec cette arme combat l'ennemi le plus proche, et pour ça joue l'animation combattre du joueur. Donc c'est des directives qu'on donne à l'ordinateur. Le désavantage de cette façon de programmer, c'est que si jamais on a un énorme projet, qui est le cas aujourd'hui, ça peut vraiment devenir compliqué à lire. Aussi, malgré le fait qu'on a des fonctions, c'est assez redondant si jamais on veut réutiliser le code, surtout pour des sujets plus compliqués. Un des plus gros désavantages de la programmation impérative, c'est que si jamais on veut rajouter de nouvelles fonctionnalités, ça peut vraiment devenir compliqué, parce que là, il faut se promener partout, recomprendre comment le code communique entre ses dépendances. Ça peut devenir vraiment assez complexe. Aujourd'hui, il existe plusieurs langages qui sont seulement impératifs. Par exemple, on a le cas de l'assembleur, qui est littéralement, on dit à l'ordinateur où est-ce que les données vont dans la mémoire. On a le C, que c'est un langage impératif. On a le Fortran ou le COBOL, par exemple, qui sont de très vieux langages, que je sais qu'en 2002-2003, dans ces années-là, ils ont évolué vers l'orienté objet, mais dans les premières versions, c'était seulement des langages impératifs. Maintenant, passons à la programmation orientée objet. Qu'est-ce que ça offre, cette façon de programmer? Au lieu de dire au programme exactement quoi faire, on va interagir avec des objets qu'on va créer qui vont dire au programme quoi faire. Donc c'est comme, c'est comme un intermédiaire. On rajoute une petite étape en plus, mais qui va nous permettre d'optimiser puis d'avoir un code beaucoup mieux organisé. Si on prend la phrase qui est là, le personnage ramasse l'arme, attaque l'ennemi et demande à la porte de s'ouvrir. Là, contrairement à la programmation impérative, c'est que comme des interactions avec des concepts. Le concept de porte, le concept d'ennemi, le concept d'arme et le concept de personnage. Ça, c'est des objets. Le joueur, lui, il sait se déplacer et attaquer. On va pas montrer au joueur à se déplacer et attaquer. On va seulement dire déplace-toi, attaque. L'arme, lui, il sait infliger des dégâts. Il connaît sa puissance, il connaît ses pouvoirs, il connaît ses caractéristiques. On va juste lui dire enlève les points de vie à cette entité. La porte, elle sait s'ouvrir, se fermer, puis évidemment, elle sait si elle est verrouillée ou non. Et pour finir, l'ennemi, lui, il sait attaquer ou bouger. On veut juste lui dire bouge, attaque ça. Donc, quand on code en orienté objet, le but c'est que les objets travaillent ensemble, tout en gérant leur propre comportement, ce qui rend le code plus modulaire et réutilisable. Sur le long terme, si jamais on veut rajouter d'autres choses, par exemple le joueur a une nouvelle action, ça va être beaucoup plus simple de le faire en orienté objet qu'en programmation impérative. Donc si c'est les trois avantages de la programmation orientée objet, c'est plus modulaire, donc l'organisation maintenant du code est plus facile. La réutilisabilité permet de réutiliser les objets et les classes dans d'autres projets. Par exemple, si on a plusieurs jeux vidéo qui utilisent le même joueur, on va pas recoder le joueur, on peut juste importer l'objet joueur, le concept de joueur. Puis bien évidemment, l'extensibilité permet de simplifier l'ajout de nouvelles fonctionnalités sans modifier l'existant.
ce qui est plutôt pratique si on veut avoir un code sécuritaire et qui a pas plein de bugs à chaque fois. Voici quelques langages qui sont orientés objet. De nos jours, pas mal tous les langages sont orientés objet, sauf exception bien évidemment. Donc on a le C++, on a le Python, le PHP, le Ruby, le C#, ainsi que Java. Il y a JavaScript, il y a TypeScript, il y en a plein. Ça, c'est des langages qui utilisent le concept d'orienté objet. Maintenant, je vais vous montrer avec du code qu'est-ce que ça fait de l'orienté objet. À ma gauche, on a une image qui représente des rectangles et qu'on calcule le périmètre de ce rectangle. Donc ça, c'est très impératif. Créer la variable longueur, créer la variable hauteur, qui est égale à 10 et 5, et créer la variable périmètre qui calcule le périmètre à partir des deux variables qu'on vient de créer. Maintenant, on veut créer un deuxième rectangle. Bon, ben on copie-colle, puis on met 20, 10. Voilà, ça c'est de la programmation impérative. Le seul souci avec cette façon de programmer, c'est que il n'y a pas de concept de rectangle. C'est nous avec des variables qu'on représente des rectangles. Puis ça peut devenir dangereux parce qu'admettons on veut pas que le rectangle change des détails. On veut toujours qu'il y ait une largeur, une hauteur. Le périmètre se calcule toujours de la même façon. C'est pas un cercle, un rectangle, c'est un rectangle. Donc pour que le code soit plus sécuritaire et pour plus facile à lire, on va transformer ça en objet avec l'image de droite. Donc là, avec la programmation orientée objet, on va créer une variable de type rectangle et qu'on va lui dire dès la création sa largeur et sa hauteur. 10, 5. Maintenant, lui, le rectangle, on n'a pas besoin de calculer le périmètre. Pas comme à gauche. Le rectangle, on veut juste lui dire calcule le périmètre. On sait pas comment le périmètre se calcule, mais lui, le rectangle, il sait comment le périmètre se calcule. Puis ça, ben, ça permet de, si jamais on veut créer un deuxième rectangle, ben, on crée une deuxième variable, une deuxième instance de type rectangle, avec ses valeurs par défaut 20 et 10. Puis on peut lui dire, ben, calcule le périmètre. Ce qui est vraiment pratique avec cette façon de programmer, c'est que rectangle, on le crée une fois. On peut créer autant de rectangles qu'on veut à partir de rectangles. Donc, ici la fonction calculer périmètre qui est dans rectangle, on la crée une fois pour tous les rectangles. Donc si un jour dans les mathématiques le calcul change, on le change une fois puis ça change partout. Si jamais dans les rectangles on va rajouter la nouvelle fonctionnalité calculer heure, ça va être super simple. Je vais vous montrer un peu plus tard. Maintenant, je pense que vous avez compris un peu c'est quoi, qu'est-ce que la programmation orientée objet fait dans le code. Maintenant, on va passer à la programmation avec les classes. Donc, en ce moment, je me trouve dans Visual Studio pour vous montrer la création de classes pour l'orienté objet. Voici la mise en situation que on va illustrer. Je veux qu'il y ait une classe, un objet qui permet de créer des zombies. Parce que dans notre jeu vidéo, on veut qu'il y ait plusieurs zombies, puis les zombies vont être quasiment identiques. Donc on va pas copier-coller le code. On va créer un objet zombie qui va contenir des fonctions puis des variables pour permettre une meilleure lisibilité. Pour commencer, on va utiliser le mot-clé classe. Le mot-clé classe permet de créer une classe. Après ce mot-clé, il faut mettre le nom de notre classe, le nom de notre objet. Donc, pour ça, on peut mettre zombie. Zombie. Et c'est super important, il faut mettre des accolades avec un point-virgule. Bon, nous venons de créer la classe qui représente les zombies. Maintenant, créons une instance, une variable qui est de type zombie. Pour ça, si jamais vous avez déjà utilisé des strings ou des vecteurs, admettons on fait std string, okay, text. Ici, on vient de créer une chaîne de caractères texte qui est égale à rien. Ben, on va faire exactement la même affaire avec zombie. On va faire zombie 1 zombie.
on vient de créer l'objet zombie. Si on veut, on peut dupliquer le code ici, puis créer un zombie 2, un zombie 3, un zombie 4. On peut en créer autant qu'on veut, comme les strings. Maintenant, qu'on a créé notre classe zombie, on veut que notre zombie fasse des choses. Parce qu'en ce moment, notre zombie peut pas faire grand chose. Si on fait un zombie, point, il n'y a pas grand chose qui apparaît. Donc, on va rajouter des comportements à notre zombie. Pour pouvoir, ici, quand on fait un zombie, point, on accède aux propriétés, attributs et fonctions qui se trouvent à l'intérieur des accolades. Pour pouvoir donner accès ici, il faut utiliser le mot-clé public. Je vais vous donner plus de détails sur ce mot-clé dans le prochain épisode. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que grâce à ce mot-clé, on a accès depuis l'extérieur aux éléments qui sont après public. Donc, la première chose que le zombie peut faire, c'est de bouger. Donc, on va créer une fonction. D'ailleurs, les fonctions qui se trouvent dans les classes se nomment des méthodes. Donc, ça, c'est comme par abus de langage. On dit des méthodes. Donc, c'est exactement comme une fonction, mais ça se trouve à l'intérieur des accolades de la classe. Donc, on va créer une méthode move qui va permettre de bouger le zombie. Donc, on va faire un void move. Entre accolade, on va afficher le zombie se déplace. Ici, on vient de créer notre première méthode qui se trouve dans la classe zombie. Maintenant, on va accéder à cette méthode. Donc, un zombie.move. On vient de créer une première action pour notre zombie. Donc, si je résume, on a créé une instance de la classe zombie. Donc, c'est un objet zombie. Pour que notre zombie puisse faire des choses, on a mis la méthode move qui affiche le texte. Donc, on peut appeler move à partir de zombie. Maintenant, si on exécute le code, ici, on a le message qui s'affiche. Ici, c'est normal, c'est un caractère accentué. Mais le texte s'affiche bel et bien. On va rajouter un système de dégâts à notre zombie. Parce que si un joueur vient et attaque un zombie avec un projectile, par exemple, on veut que le zombie perde des points de vie. Donc, on veut que le zombie se blesse. Pour que le zombie puisse avoir un système où il puisse se blesser, on va rajouter deux choses. On va rajouter un attribut qui va représenter ses points de vie et une méthode pour enlever des points de vie. Donc, commençons par créer ici l'attribut hurt pour les points de vie. C'est un entier int hurt qu'on va être égal à 100. Tous les zombies, peu importe où sont, vont avoir 100 points de vie. Ici, vu qu'on a mis après le mot-clé public, on a accès à l'attribut, c'est comme une variable un peu. Un zombie, point, hurt, ici. Maintenant, on veut qu'il puisse se blesser. Pour ça, on va créer une nouvelle méthode, hurt, qui va prendre en paramètre le nombre de dégâts qu'il a reçu, int damage. Maintenant, ce qui est vraiment intéressant à l'intérieur d'une classe, c'est qu'on a accès aux attributs partout dans la classe. Donc ici, dans ma méthode, je peux faire hurt moins égal damage pour enlever la valeur damage de
des points de santé. Voilà. Maintenant, essayons notre nouvelle méthode. Un zombie point hurt 10. Maintenant, notre zombie peut bouger et recevoir des dégâts. Si on exécute le programme, il y a seulement le déplacement du zombie qui se passe. On ne voit pas vu qu'on l'a pas affiché, mais les points de vie ont bel et bien été soustraits. Ça, on peut l'afficher avec des cout ici. Donc std cout 1 zombie.hurt std end. Ici, on met ça après. Donc là, on affiche les points de vie du zombie avant et après qui reçoivent les dégâts grâce à la méthode qu'on a créée. Donc si on affiche ici, on voit bel et bien qu'avant il y avait 100 points de vie, c'est ce qu'on avait écrit. Ici, on a appliqué les dégâts de 10. Maintenant, le zombie est rendu à 90 après. Donc, notre deuxième fonctionnalité du zombie a fonctionné. Donc, voici votre exercice. Vous allez devoir créer une classe un peu comme zombie qui va s'appeler mage. Donc, avec la classe mage, vous allez pouvoir créer des objets mage. Dans la classe mage, il y aura 2 attributs et 2 méthodes. Le premier attribut sera les points de vie qui seront égaux à 50 pour tous les mages. Le deuxième attribut sera des points de magie et par défaut, ils seront à 3. Il y aura aussi 2 méthodes. Regenerate, qui va permettre de régénérer et qui donnera 10 points de vie pour 1 point de magie. Donc, le mage va perdre 1 point de magie pour gagner 10 points de vie. L'autre méthode sera une simple méthode qui va afficher des informations. Display information. Donc, à chaque fois qu'on va appeler cette méthode, ça va afficher dans le terminal point de vie égal au point de vie actuel, point de magie égal au point de magie actuel. Ça va nous permettre d'éviter d'écrire des cout. Mettez pause à la vidéo et on revoit pour la solution après. Donc, voici la solution. On pourra créer une classe mage entre accolades et si on se souvient, on a les 2 attributs et les 2 méthodes. Pour pouvoir y avoir accès, on met public. Le premier attribut sont les points de vie. Int égale 50. Le deuxième attribut, c'était les points de magie. Int magie égale 3. Et on avait 2 méthodes. La première méthode pour régénérer et la deuxième pour afficher des informations. Commençons par la première. On enlève 1 point de magie pour additionner 10 points de vie. Donc, void régénérer magie moins égal à 1. Les points de vie plus égal à 10. Si on voudrait, on pourrait complexifier cette méthode en rajoutant une condition si magie est plus grand que 0. Alors, on change les points de magie. Comme ça, si jamais il ne reste plus de magie, bon, ben, le mage ne pourra plus se régénérer. Après, on va faire la méthode pour afficher les informations. Void display information. Et là, on pourra faire un simple cout des points de vie égale à points de vie et des points de magie
égale à magie. Maintenant que notre classe est finie, on va pouvoir créer une instance de mage pour tester. Donc mage point regenerate. Et puisqu'on a créé la méthode display information, on n'a plus besoin de mettre les seals. Donc là, on fera juste mage.display information avant et mage.display information après. Essayons notre code. Ici, notre mage avait 50 points de vie et 3 points de magie. C'était le cas. Maintenant, il est rendu à 60 points de vie et 2 points de magie. Pour tester notre condition, on peut regenerate plusieurs fois. Ici, ça marche. On a 0 points de magie pour 30 points de vie en plus. Maintenant, on va réessayer la chaîne de regenerate. Eh bien, ça marche pas. On ne peut pas aller en dessous de 0. Donc, c'était la solution. Nous sommes déjà rendus dans la deuxième partie de la vidéo qui se concentre sur les constructeurs. C'est une notion qui est très importante dans la programmation orientée objet. Voici la mise en situation avec les zombies. Si on veut créer plusieurs zombies qui ont des attributs différents dès la création de leur instance, sans l'utilisation du constructeur, c'est impossible. Parce que, par exemple, si on veut un zombie qui a plus de points de vie, donc un zombie, on pourrait dire un zombie qui pourrait servir de boss, un zombie qui est peut-être un peu plus rapide, par exemple, il a plus tendance à courir. Avec ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, on peut pas faire ça dès la création de l'instance. C'est là que rentre en jeu la notion du constructeur. Le constructeur est une méthode spéciale qui s'exécute automatiquement lors de la création d'une instance. Donc, dans le constructeur, comme une méthode, on peut mettre ce qu'on veut. Cependant, pour qu'une méthode devienne un constructeur, il faut que le nom soit exactement identique au nom qu'on a mis à la classe. Par exemple, la classe zombie, c'est Z majuscule zombie. Le constructeur, c'est la même chose. Z majuscule zombie. Aussi, grâce au constructeur, on va pouvoir instancier des attributs par défaut. Donc, on passe au code. Donc, nous voici dans le code pour créer le constructeur pour notre classe zombie. Pour faire cela, c'est très simple. On va, comme tantôt, rajouter le mot-clé public parce qu'on veut que le constructeur on y ait accès depuis l'extérieur. De plus, comme je l'ai mentionné il y a quelques secondes, pour créer le constructeur qui est en fait une méthode spéciale qui s'exécute automatiquement lorsqu'on instancie un objet, on met le même nom. Donc ma classe s'appelle zombie, on met zombie, entre parenthèses, entre crochets. Maintenant, on a créé le constructeur de zombie. Juste pour vous prouver que c'est une méthode qui s'exécute automatiquement, on va afficher un message à l'intérieur. Donc, on va afficher salut. Maintenant, créons une instance de zombie. Exécutons le code. Et voilà, le message s'est affiché. Pourtant, je n'ai rien appelé depuis zombie parce que il s'est exécuté automatiquement. Ça, c'est une de ses utilités. C'est que si jamais on veut créer un zombie puis qu'il y a des fonctions, ben en fait, il y a des méthodes qui s'exécutent en parallèle, ben on va pouvoir les appeler ici. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir donner des attributs de base aux zombies. Comme tantôt, on va pouvoir rajouter l'attribut hurt pour les points de vie. Et là, ce qui va être spécial, c'est qu'on va pas mettre de valeur par défaut. On met juste point virgule.
Ici, dans la méthode, c'est un peu comme une fonction. On veut que lorsqu'on crée un zombie, on puisse mettre les points de vie. Donc, on va mettre comme en paramètre les points de vie. De plus, il faut relier ce qu'il y a dans le constructeur à l'attribut. Donc là, on essaie de relier le paramètre à l'attribut. Pour faire ça, on met 2 points, l'attribut, en parenthèse, le paramètre. De cette façon-là, on relie le H à Herd, qui lui prend le H. Je ne sais pas si vous voyez un peu la transition qui se fait. Bon, maintenant le Visual Studio me donne un message d'erreur car il me dit que la variable locale n'est pas initialisée. Oui, en effet, le zombie, maintenant les zombies qu'on crée n'ont plus la valeur par défaut, mais ont un constructeur pour donner une valeur par défaut. Donc ici, on peut mettre des parenthèses et dire que notre zombie va avoir 100 points de vie par défaut. Maintenant, ce qui est amusant avec ce principe, c'est que si on crée un autre zombie, on peut lui donner maintenant 50 points de vie. Encore un autre, on peut lui donner 320. Voilà, on vient de créer 3 zombies qui ont exactement le même code, mais qui ont 3 niveaux de vie différents. Si on veut, on peut remettre notre méthode qui permettait de gérer les dégâts. Donc, void herd avec le paramètre damage qui prend le point de vie et qui enlève les damages. Ici, on n'a pas de crainte pour que le point de vie ne soit pas instancié parce que dès qu'on crée l'instance, il y a une valeur dans cet attribut. Donc ici, il n'y a pas de crainte pour que le point de vie soit nul. Donc maintenant, on a créé l'instance. Donc pour nos 3 zombies, on peut leur enlever des points de vie. Donc ici, je vais juste les renommer parce qu'ils vont s'écraser. Zombie 2, zombie 3. Donc zombie.hurt 10 points de dégâts. Pour l'autre zombie et pour le troisième, on va leur mettre 20 points de dégâts et 30 points de dégâts. Maintenant, si on affiche les points de vie de chaque zombie, donc zombie.hurt, zombie 2.hurt et zombie 3.hurt. Ici, il faut que je mette la bonne instance, parce que ça, on enlève les points de vie du premier zombie, ça fonctionne pas. On va relancer. Voilà. Si on enlève 10 points de vie au premier zombie qui a 100 points de vie, ça donne 90. On enlève 20 points de vie au deuxième zombie qui a 50 points de vie, ça donne 30. On enlève 30 points de vie au troisième zombie qui a 320 points de vie, ça donne 290. Donc comme vous l'avez remarqué, on a exactement le même code pour des points de vie différents. C'est ça que ça fait le constructeur. Maintenant, on va enlever le code plus bas. Ici. Si jamais on veut mettre un autre élément dans Zombie, par exemple, on veut lui mettre une vélocité, une rapidité. C'est très simple. On rajoute 1, vélocité. Et ici, après Hurt, on fait virgule, vélocité, en parenthèse V. Voilà, nous venons de mettre un deuxième paramètre à Zombie. Maintenant, le Zombie a 10 de vélocité.
comme pour les points de vie, on peut les utiliser partout dans la classe. Donc c'était ça la notion que je voulais vous montrer pour les constructeurs. Donc on se voit pour la prochaine vidéo la semaine prochaine.